Et on va passer maintenant à l'invité du jour en la personne de Luc. Luc Jaudet. Salut Luc, comment vas-tu? Salut, salut, salut à tous. Tu vas bien? Très très bien, et vous? Enfin, Eh j'ai ben j'ai écoute, l'impression, enfin, de ce que j'entends, ça a l'air très bien. Il y a des débats passionnants, mais aussi très chiants, c'est ça si je comprends bien, non, sur Multivers X. Donc, pour rigoler, je me rappelle que ça s'appelait Elrond, c'est tout ce que je sais à peu près de Multivers X. Donc, c'est ça. euh, T'as assez bien résumé ce que le grand public crypto retient de l'écosystème aujourd'hui, mais c'est aussi notre travail que d'essayer de voilà, vulgariser et de montrer bah, qu'il y a un peu autre chose que ça. Mais c'est pas ce dont on va parler tous les deux, en tout cas pas tout de suite. Moi, en tout cas, je suis très content de te recevoir, Luc. Et puis ici, on fonctionne un peu toujours de la même manière. D'abord, on va passer un petit moment tous les deux. On va apprendre un petit peu à te connaître et à s'intéresser à tes différentes expériences Web3. Et elles sont nombreuses. Et ensuite, mes éditorialistes et les membres les listeners, enfin comment on dit, les auditeurs, pourront voilà, te poser des questions. Et comme ça, on aura une discussion complète. D'abord, et c'est comme ça qu'on commence à chaque fois, est-ce que Luc, tu peux nous raconter un peu ton parcours avant le Web3? C'est quoi, voilà, est-ce que tu as fait des choses avant de faire euh, voilà, des expériences? C'est quoi ton parcours académique? Est-ce que tu as bossé dans des boîtes qui ne sont pas liées à l'écosystème? C'est ça qui nous intéresse d'abord pour planter un peu le décor. alors, comme je suis un crypto-boomer, puisque c'est défini comme quelqu'un qui est dans la crypto qui a plus de 30 ans, effectivement, j'ai eu une vie avant la crypto et avant Bitcoin. J'ai commencé d'abord à San Francisco. J'ai commencé comme analyste financier là-bas, dans un grand groupe. Puis après, je suis revenu début des années 2010, parce que je m'étais arrêté, j'avais fait une pause entre licence et master. Je suis revenu faire mon master à Paris, et j'ai commencé moi après dans l'énergie. Notamment, d'abord la politique énergétique, et puis très rapidement, parce que la politique, ça m'a gonflé, dans l'entrepreneuriat, où j'ai lancé une plateforme d'échange, ou de fourniture d'énergie renouvelable, une marketplace pour acheter et vendre de l'énergie renouvelable, qui était basée en Suisse, enfin qui est toujours d'ailleurs basée en Suisse. Donc j'ai lancé ça en 2013, et qui permettait vraiment à des boîtes de faire, enfin à des acheteurs d'électricité, donc ça veut dire soit des grands groupes qui achetaient de l'électricité renouvelable, ou des distributeurs d'électricité, d'acheter leur électricité directement à des producteurs solaires, je veux dire photovoltaïques, hydrauliques, éoliens. Euh, donc ça, c'était toute mon expérience un peu avant la crypto. Et à partir de 2000, enfin, en 2013, un peu comme tout le monde, j'entends parler de Bitcoin, notamment à cause de Silk Road. Ça m'intéresse pas du tout. Silk Road, donc c'est la marketplace sur lequel se vendaient des choses pas très catholiques en crypto. Et je crois que c'était allemand, c'est ça? Le fondateur était allemand, non? Non, il était américain, mais il avait un nom allemand, ouais. Américain. Ah oui, c'est Enfin, ça. Ok. il était basé à San Francisco. Alors, j'ai pas Ah oui, rencontré oui. quand je suis là-bas, mais il se fait arrêter là-bas. Et Ross surtout, Ulbricht. T'as raison, c'est voilà, son nom de famille exactement. qui fait allemand, mais à la base, Ouais, c'est un Texan, autant pour moi. ouais. Absolument, ouais. Et donc c'était une des premières utilisations. C'est vrai que historiquement, une des premières utilisations, on va dire, de masse de la crypto, c'était de pouvoir acheter des choses qui étaient plus ou moins légales sur une plateforme un peu à la eBay, quoi, qui permettait d'acheter tout et n'importe quoi, dont de la drogue. Et donc on entend beaucoup parler à ce moment-là, parce que on voit une utilisation déjà de cette monnaie, et puis ça rentre dans les médias en fait. Moi, j'avoue qu'à cette époque, alors j'ai plein de copains qui en parlent, moi ça m'intéresse pas, notamment parce que je vois le Bitcoin comme de l'or digital, et que l'or de base ça m'intéresse pas, et l'or digital ça m'intéresse pas beaucoup plus. Alors aujourd'hui j'ai du Bitcoin, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son portfolio. Cela étant dit, c'est pas ça qui me bouge vraiment les tripes. Par contre, à partir de 2015, quand vraiment émerge Ethereum, et cette idée de l'ordinateur distribué ou décentralisé, c'est là où je commence à m'intéresser, alors sur le côté, pas dans mes activités, au sujet. Ok. Et donc, Et tu oui, l'appréhendes comment à ce moment-là? En faisant du coding, en utilisant des voilà. diaps avec les premiers smart contracts? Tu fais Donc, comment au donc à début? cette époque-là, Ou c'est en surtout investissant, pardon. ouais, à cette époque-là, c'est surtout de l'éducation, c'est-à-dire que je regarde ça un peu loin, j'ai des copains qui commencent à rentrer dans le truc, qui m'expliquent un peu comment ça marche. Et 2016, c'est vraiment là où je commence à rentrer, à mettre beaucoup plus les mains dans le cambouis, parce que il y a à cette époque, alors pour ceux qui étaient là, peut-être qu'ils s'en rappelleront,
il y a un narratif qui est la blockchain, c'est une super solution pour la traçabilité de l'électricité. Et il y a plein de projets qui se lancent autour de la traçabilité de l'électricité et enfin, sur des plateformes blockchain. Et c'est à ce moment-là que, bon, bah, moi qui avais une plateforme de marché pour Energy Lab qui faisait de la traçabilité de l'électricité, on commence à me contacter en me disant: «Mais tu fais de la traçabilité de l'électricité, pourquoi tu fais pas de la blockchain?» Donc c'est là où je commence à vraiment rentrer beaucoup plus, on va dire, à merger un peu mes activités professionnelles, enfin, mes intérêts professionnels, et la blockchain. Et donc je commence à regarder d'un peu plus près. Je me rends compte assez rapidement que c'est une très mauvaise idée, tout du moins à l'époque, ne serait-ce que pour les temps de latence qui sont pas du tout à la hauteur de ce que tu as besoin pour les marchés d'électricité, ou même juste par le fait que le marché d'électricité et la provenance, ce que je faisais moi, c'est un marché très centralisé qui est géré par un transporteur d'électricité. Il commence aujourd'hui à avoir des applications, tu vois, à peu près 8. Donc moi, à l'époque, je trouve vraiment que c'est pas du tout une bonne idée de le faire. Par contre, je rentre, je m'intéresse à d'autres sujets, notamment d'abord les DAO. Je fais quelques trucs, quelques expérimentations avec Aragon. Donc Aragon, fin 2016, début 2017, une jolie ICO qui aura complètement explosé en vol au fur et à mesure des années. Et je rentre donc plus par les DAO. Puis 2017 commence le phénomène NFT, le premier phénomène NFT, et notamment les CryptoKitties, qui explosent vraiment en fin d'année 2017. Et c'est à ce moment-là que moi je rencontre mes cofondateurs sur Ariani, et où on se dit, il y a un truc à faire avec les NFT et le monde du luxe. Ok. Et c'est là que tout commence, voilà, où on commence Ariani. Ok, eh ben, merci pour ce parcours qui est c'est toujours intéressant de commencer par ça avec nos invités parce qu'on se rend compte que finalement tout le monde arrive dans on va dire dans la blockchain par une porte un peu différente. Et toi, en fait, ouais, donc tu as un peu tout fait, quoi. Enfin, tu es passé par tous les stades, de Bitcoin à Ethereum, en passant par les ICO, les DAO et finalement les NFT. Donc c'est toujours intéressant. Alors justement, Ariani, donc on prononce Ariani déjà, et pas Ariane. Parce que pour le coup, ça, au début, j'appelais ça Ariane, et puis j'ai écouté une interview de toi, orale, où tu disais Ariani. Donc déjà, c'est bien de bien le prononcer. Alors Effectivement. raconte-nous un peu Ariani, alors, en gros, Ariani, tu peux nous pitcher le truc en 30 secondes, et après, l'idée, ça va être de s'intéresser au marché qui est autour. Et puis surtout, on discutera ensemble, si tu veux, de l'évolution du marché justement de la traçabilité, de la relation des marques avec la notion de blockchain et donc de NFT, etc., à travers les années. Mais d'abord, en gros, Ariani, qu'est-ce que c'est? Alors, Ariani, c'est vraiment l'idée de créer des passeports digitaux pour les produits physiques, de luxe à commencer, mais l'idée n'est pas de s'arrêter là. Et c'est vraiment créer une identité digitale pour chaque produit physique. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une identité digitale pour un produit physique? Bah, tout simplement parce que tu veux pouvoir montrer en ligne que tu possèdes vraiment un objet. Pourquoi donc c'est-à-dire, j'ai une Rolex au poignet, c'est cool, je sais que j'ai une Rolex, mais est-ce que je peux prouver facilement en ligne que c'est une vraie Rolex que j'ai au poignet? Pourquoi est-ce que c'est important? Bah, pour tout ce qui est club privé ou qu'organisent les marques, pour tout ce qui serait, enfin, donc on fait des clubs privés, on fait des systèmes de warranty, Garantie. de garantie, voilà. C'est-à-dire de pouvoir facilement partager le fait que tu possèdes ce produit quand tu dois le faire réparer. Et on fait toute une série après d'accès à des ventes privilégiées, par exemple, quand certaines marques et Rolex est connu pour ça, ont des produits Des- qui sortent en toute petite quantité, tu peux avoir une allocation, un accès privilégié parce que tu es déjà un collectionneur de leurs produits. Et jusqu'à présent, la liste des clients, elle était bon, sur des databases off-chain, mais pas forcément à jour avec le marché secondaire, par exemple. Ouais, exactement. Donc, en fait, le problème, c'est que les marques de luxe vendent assez peu en direct. Beaucoup du marketing, c'est du marketing direct qui s'est fait dans la fashion, enfin dans la mode, c'est parce que on avait les DMVB. Les DMVB, c'est des marques qui
ont leur site, vendent directement aux clients finaux. Tu vas market directement et vendre directement, et donc elles ont l'email de chacune des personnes qui ont acheté chez eux. Et en plus, des marques qui n'ont pas nécessairement de marché secondaire. Les marques de luxe, ça marche pas du tout comme ça. La très grande majorité des marques de luxe vendent que une minorité de leurs produits directement dans leur magasin. Chanel, par exemple, plus de 80% de ses produits sont vendus par des parties tierces. Et en plus, même si tu avais le contact avec le client, le premier client qui a acheté, soit il a peut-être donné ce produit à quelqu'un d'autre après parce que c'était un cadeau, soit il l'a revendu sur une plateforme comme Vestiaire Collective ou Vinted, je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, tu as complètement perdu le contact. Et l'idée vraiment de ce passeport digital, c'est de dire ce passeport digital, il va d'une personne à l'autre, il le suit pair à pair, c'est ça qui était l'intérêt de la blockchain, et à n'importe quel moment, tu peux envoyer un message au produit et donc au propriétaire du produit par ricochet. OK, donc ça, je pense que c'est clair maintenant pour tout le monde. Donc les différents use cases, tu les as, cités. Donc en gros, toute la partie un peu, membership, la partie, garantie. Assurance aussi? Alors, assurance, c'est une possibilité. On a fait pas mal d'essais, notamment C'est sur les. recevable ou pas? Si demain, je me fais voler ou je Alors, casse à cause d'un tiers, c'est ça la difficulté, c'est il faudrait avoir une assurance qui est liée au NFT. On a fait différentes choses, notamment avec Wacom, ce qui s'appelait La Parisienne à l'époque, pour bosser sur le sujet. On avait aussi exploré avec AXA. La difficulté que tu as, c'est que il n'y a pas vraiment la seule preuve de propriété que tu peux vraiment avoir, c'est le ticket de caisse au final. Et comme toutes les marques ne lient pas le ticket de caisse au NFT, ta preuve de propriété, en fait, c'est utile d'avoir ton NFT parce que tu peux le montrer. C'est pas pour autant que le, l'assureur va obligatoirement reconnaître ouais, le lui, passeport ANI il va demander la comme étant. facture, lui, ouais. Voilà. Et donc, ça aide, mais je ne veux pas te dire que c'est une règle où si tu as le NFT, ça prouve que tu es le propriétaire. Ouais, OK. Heu parlons un peu supply chain et appétence des marques pour ça. On entend Mhm. souvent la supply chain, la capacité, grâce à ou pas d'ailleurs, à la blockchain, à tracer en fait un produit tout au long de sa vie. Mhm. Toi, Ariani, c'est à partir du moment où le produit est vendu, si j'ai bien Exactement. compris. Ouais. Il y a rien avant, il y a rien en amont, ou est-ce que c'est Donc, des choses sur lesquelles vous réfléchissez? ouais, alors c'est un grand sujet parce que quand on a commencé, on pensait justement que ce serait pas mal de faire aussi l'aval, quoi, enfin l'amont, pardon. Donc effectivement, nous aujourd'hui, le produit, il est intéressant il fonctionne qu'à partir du moment où la montre est vendue et on a un suivi de l'histoire de la montre. Alors, je dis la montre parce que ça a été un peu le truc historique, mais on fait plein de choses d'autres que de la montre, hein. Maintenant, on fait du vin, on fait de la fashion, notamment des doudous de Moncler. Donc on fait plein d'autres choses. Mais sur la montre, c'est un peu notre exemple historique, c'est là où on a vraiment percé au début. Et donc, c'est vraiment l'histoire du produit après la vente. Alors, pourquoi est-ce que nous, ça n'a jamais vraiment eu d'utilité d'avoir une solution pair à pair décentralisée pour l'amont, c'est-à-dire tout ce qui est la chaîne de production? Et pourquoi est-ce que moi j'ai beaucoup enfin, je suis assez sceptique sur les solutions blockchain pour la supply chain de production? C'est que, en général, dans beaucoup de ces grandes marques de luxe, la production est très centralisée. C'est-à-dire que vraiment ils contrôlent leur chaîne de production. C'est la blague, c'est toujours Hermès, en fait, ils ont leur ferme de crocos pour produire le cuir de leur montre, enfin de leur bracelet de montre, et de leur sac et tout. Et donc, si tout est très centralisé et très intégré, il n'y a pas vraiment besoin de système pair à pair, où l'utilité du système pair à pair est qu'il y a justement beaucoup d'acteurs un peu disparates. Et si vraiment il y a une chaîne de production où les acteurs sont disparates, en fait, il y a peu de cas où la blockchain va être nécessaire pour que les acteurs de la chaîne de production bossent mieux ensemble. Soit ils n'arrivent pas à bosser ensemble, dans ce cas-là, en fait, ils bossent pas ensemble, soit ils s'intègrent pour pouvoir avoir des informations. Et la blockchain, c'est très très rare qu'il y ait vraiment une vraie utilité sur l'amont. Sur l'aval, par contre, là, il y a une vraie utilité parce que n'importe qui peut l'utiliser. En plus, tout le monde n'est pas obligé d'utiliser. Nous, aujourd'hui, sur les montres Breitling, c'est à peu près 40% de taux de claim.
C'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'une personne sur deux qui utilise vraiment le passeport digital. Ils peuvent toujours le faire un jour, mais après, c'est un choix. Et c'est Est-ce qui que les éduque là-dessus? C'est directement le vendeur en magasin ou est-ce que c'est vous qui menez, non, enfin non, qui contactez le client ou comment ça se passe? ouais, ouais, c'est les marques elles-mêmes qui éduquent leurs clients sur le produit. Et d'ailleurs, elles éduquent tellement le client sur le produit, que c'est pas nécessairement présenté comme étant Ariani. Il y a un nombre de marques, enfin, quand tu regardes, Ouais, tu le fais en j'ai pas marque non, blanche, quoi. Les gens c'est disent, vous avez, et d'ailleurs, ils utilisent peut-être même pas le terme NFT. absolument. Ouais, c'est ça. Donc, on Donc, parlera justement, j'allais y venir, mais je pense que c'est fondamental, la notion d'abstraction, de la complexité de la mmh blockchain sur ça. Alors, je précise aux auditeurs et aussi à mes copains, on va diviser un peu l'interview en trois et je vous laisserai la parole, évidemment. Là, on parle de Ariani et tout ce qui est supply chain, etc. Et ensuite, on parlera de la partie Xange, qui aussi, pour moi, est très importante. Et puis, on fera une petite apartie sur Speakeasy. Donc, je termine rapidement sur la partie Ariani et ensuite je laisse la parole. J'ai vu que Joachim avait levé la main. J'aimerais qu'on parle aussi de la partie preuve de détention donc online et notamment métaverse. Donc, c'était une narrative et une thématique qui était quand même très importante et très développée en 2020, 2021, 2022. Qu'en est-il aujourd'hui? Disons que l'objectif, c'était aussi de pouvoir voilà, porter wearable, porter le vêtement ou le bijou sur Decentraland, Sandbox, etc. Finalement, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fera? Voilà, je te laisse développer sur l'évolution justement de la narrative de Metaverse qui semble avoir un petit coup dans l'eau, mais voilà, je te laisse nous donner ton expérience là-dessus. Alors nous enfin, moi je me rappelle avoir commencé à pitcher ça aux marques, dès 2019 où on parlait, pas vraiment de Decentraland et tous ces métavers, mais, de Fortnite. On disait, «Un jour, vous allez acheter une paire de baskets et comme ta paire de baskets, tu pas envie de la porter dans la rue parce que sinon elle perd de sa valeur, bah, tu la gardes dans la boîte, mais, tu pourrais la porter dans Fortnite». Mais ça, je l'ai vu d'ailleurs et je t'ai entendu dire ça. Et pardon Mmh. de te couper, mais moi, quand j'ai entendu dire ça, j'ai flippé en fait. Je me suis dit, non, mais en fait, je trouve, et peut-être c'est mon côté peut-être un tout petit peu conservateur, je me dis, putain, c'est flippant. On achète un produit et en vérité, on ne le garde que pour la spéculation caché dans son coffre-fort. Et la seule manière, en vérité, de le porter, de lui donner une utilité réelle, c'est de le faire de façon digitale. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais dans quel monde on vit? Mais voilà, je Alors devais te le dire parce que quand je l'ai sur écouté, je me suis dit, waouh! alors, autant dire que j'ai aucune paire de baskets à la maison que je porte pas. J'ai pas non plus de montre à la maison que je ne porte pas. Mais dans ces deux univers, que ce soit la montre et la basket, et pourquoi j'aime bien la basket, c'est que même si on a vraiment percé dans la montre, moi je trouve que la basket, c'est un peu la montre des millénials. Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent des baskets, hein, et qui les reçoivent. C'est des paires de collection, qui les reçoivent, qui ouvrent la boîte, qui déplient bien gentiment le papier, prennent une photo avec, la posent sur Instagram, la remettent dans la boîte et la Ouais. rangent bien, bien au sec. Non, non, mais je dis pas que ça Et, n'existe pas. et- Je dis que et- c'est. Ouais, ouais, mais enfin, très, très franchement, il y a plein de choses dans ce monde que je fais pas, mais est-ce que ça m'inspire, ça m'inspire pas, je sais pas. La collection, en fait, ça a toujours existé, quoi. Quand tu vois des gens qui collectionnent des cartes Pokémon pour pas jouer Ouais, c'est avec, vrai, t'as raison. moi, je suis pas spécialement, tu vois, je juge pas spécialement le fait de si c'est bien ou pas, mais il est un fait que ça existe. Et la même chose dans la montre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des montres parce que c'est une beauté mécanique, absolument unique, et qui la gardent dans une boîte ou qui la gardent au coffre, et c'est le seul truc qui les intéresse, c'est de posséder cette montre. Pareil dans l'art, hein, dans l'art, la quantité de tableaux qui sont dans des ports francs, c'est absolument, incroyable. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? J'essaie de pas faire de morale. Par contre, c'est quelque chose qui existe, et ce qui nous intéresse, c'est justement le fait que tu puisses, heu, en profiter au moins dans un monde digital. Bon, alors après la réalité des choses, Fortnite, définitivement, il y a un vrai marché sur les skins, ou tout du moins il y avait un vrai marché sur les skins. Il Ça va continuer, l'art digital va continuer. Est-ce qu'on arrive à intégrer notamment, des passeports digitaux, et de manière permissionless surtout? On est encore loin. Je désespère pas. Je sais pas quand est-ce que ça prendra exactement, mais on avance petit à petit. Moi Genre, j'aime vous beaucoup êtes en contact, par exemple, avec des studios de jeux vidéo alors là,
on a plein de contacts. Après, le problème, c'est de trouver la marque, le jeu vidéo qui fonctionnent ensemble et qui trouvent un accord Hmm. financier. Et ça, nous, on n'a pas trouvé. Cela étant dit, Nike a trouvé un accord avec EA Games, par exemple, Mhm. en direct. Et donc, aujourd'hui, tu as tout ce qui est leur dot swoosh. Tu peux porter tes baskets dans leurs jeux, dans les jeux EA Games de NBA. Donc, tu Ok. achètes une paire de Jordan sur swoosh et tu peux la porter dans les jeux EA Games. Enfin, voilà, ce qui est typiquement ce à quoi on pensait nous à l'époque. Maintenant, est-ce que c'est pair à pair? Non. D'autres swoosh de mémoire, je crois qu'il y a une blockchain. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment une blockchain qui est pas seulement contrôlée par Nike. Donc, on est encore dans les balbutiements de ce truc, mais je suis assez convaincu qu'un jour ça arrive. Ok, merci pour ces réponses. Vas-y Joachim, je sais que la supply chain est un sujet qui évidemment t'intéresse et te concerne. Oui. Bonjour Luc, enchanté. C'est extrêmement intéressant ce que tu as présenté et c'est intéressant d'avoir un avis de quelqu'un qui travaille aussi alors moins donc résultat en fait moins dans la supply chain vu que vous c'est plutôt de la preuve d'authenticité et d'achat. Et comme vous dites, ce que toi tu penses n'a pas d'utilité, c'est un peu ce que nous on est spécialisé dedans. Donc Mhm. donc nous on se concentre sur tout ce qui est avant pour justement communiquer aux clients la provenance des produits. Et surtout, et c'était un peu là-dessus où je voulais rebondir, il y a quand même des demandes qui commencent à être faites de l'Union européenne et différentes entités d'avoir une traçabilité qui peut être vérifiable, d'un point de vue recherche et développement, peut quand même représenter un coût conséquent pour pas mal d'entreprises. Je ne parle pas des très grands acteurs, mais plutôt ce qu'on appelle des PME en France. Euh, donc, je trouve ça Donc très pour rappeler un petit intéressant. peu quand tu dis nous, hein, c'est qu'aujourd'hui toi tu es le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Gaopa Labs et qui développe une plateforme qui met en relation les entreprises avec leurs utilisateurs à travers la traçabilité du produit et de façon communautaire, quoi, c'est ça? C'est ça. Et nous, on se spécialise pour commencer dans tout ce qui est nourriture et boisson. Ok. Alors Ok. vas-y, pose ta Pour- question pour- à Luc ou je laisse Luc réagir. Vas-y. Ouais, je pourrais réagir. Sur ce qui est la traçabilité du produit, c'est-à-dire ce que j'appellerais plutôt un horodatage, dans le sens horodatage, c'est-à-dire un enregistrement sur une blockchain publique d'informations sur le produit. Ça, j'y crois tout à fait. C'est notamment ce qu'on fait sur les passeports digitaux, hein. On met des données notamment d'impact environnemental, de recyclage, qui sont enregistrées sur le passeport digital de manière permanente et un peu, on va dire, enfin, donc horodatée, euh, enfin, ou notarisée, si tu veux, sur une blockchain publique. Polygon pour ce qui est C'est nous. ce que fait aussi Aura, non? Ou Aurora, ou je sais plus comment ça s'appelle. Tu dois code Aura, c'est ça. Alors, Tu sais, ils font je de la. connais Aura. C'est difficile pour moi de me prononcer sur ce qu'ils font exactement parce que je Bah, sais en pas gros, ils exactement. font un peu ça, supply chain avec des marques de luxe. Ouais, mais enfin, je sais ça, je sais pas exactement ce qu'ils font sur la supply chain en fait. Je Ok, sais qu'ils ont commencé par contre un produit assez similaire au nôtre qui est sur une blockchain privée. Et sur le d'accord. tout côté blockchain, sur tout le côté supply chain, en fait, j'ai jamais vraiment vu le produit, donc j'ai beaucoup de mal à me prononcer. Mais pour revenir à la boîte de Joachim, ce qui m'intéressera, que tu m'expliques, Joachim, c'est qu'est-ce que tu fais? Si c'est de la notarisation ou de l'horodatage, absolument. Si c'est de la communication avec tes clients, je comprends. La question, c'est est-ce que tu es en train d'utiliser des wallets et une blockchain, donc des manières pair à pair décentralisées, pour organiser des suppliers, donc des fournisseurs entre eux. Ça, je serais très intéressé de le voir. Il n'y a qu'une seule boîte pour moi qui l'a fait pas trop mal, c'est Honest qui fait ça, notamment avec ce qu'il appelle la patate chaude, c'est-à-dire un NFT qui se passe de personnes, enfin d'acteurs de la supply chain les uns après les autres, et qui marchait pas trop mal. Quentin de Beauchesne d'ailleurs, que vous devez probablement avoir ici, très très bon OG crypto qui a lancé Honest et qui fait un beau boulot sur ça. Mais je serais intéressé de voir, Joachim, tu me dises exactement ce que vous faites. Oui, je pense que ça va être. On pourra en discuter après. J'ai pas envie de Ouais, vous prendre tout le parlerez space en là-dessus. privé, ouais. Euh,
Mais oui, il y a une idée d'évolution. Alors nous, on ne fait pas avec des NFT parce qu'on a trouvé qu'il y a certaines limitations. Mais pour en revenir à ma question, c'était, tu viens de partiellement d'y répondre en disant Polygon, mais quelles ont été pour vous les limitations qui ont fait que vous avez choisi Polygon, ainsi de suite? Parce que c'est quelque chose qu'on se rend compte aussi, nous, c'est que même des frais de transaction faibles, à force d'en faire des centaines, des milliers par jour, ça représente quand même un montant considérable. Donc, quelle a été votre logique pour avoir suffisamment de décentralisation, comme vous parlez tu parles beaucoup de peer-to-peer, tout en s'assurant qu'il n'y a pas un coût énorme, disons comme Ethereum, dès que tu veux claim quelque chose? Alors, absolument. Alors déjà, on n'a pas commencé sur Polygon. Et d'ailleurs, toute notre activité n'est pas sur Polygon aujourd'hui. La première chose, nous, on a commencé donc en 2018. En 2018, le Polygon de l'époque, ça s'appelait POA Network. Et c'était une blockchain avec ce qu'il appelait un proof of authority. Donc, il y avait une vingtaine de notaires donc Igor Baranov qui a lancé ça. Et c'était la blockchain avec beaucoup de throughput, enfin, avec beaucoup de bandes passantes, enfin beaucoup on va dire de bandes passantes, qui coûtait pas cher. Et donc, c'est là où on s'est lancé. Donc, nous, on n'a pas commencé avec Polygon. Et d'ailleurs, comme j'ai encore une grosse partie est encore sur POA. On est passé sur Polygon quand c'est donc depuis hein, Igor Barinov il est parti en fait POA a mergé avec XDAI qui est devenu Gnosis Chain et POA est devenu un peu une chaîne morte qui existe toujours mais qui est plus développée. C'est un peu avant que nous on a vu Polygon émerger donc c'était début 2020 grosso modo et puis c'est parce que enfin, pour dire simplement, c'était fin 2020 plutôt. J'avais des copains chez AV qui disaient bon bah on peut pas le dire publiquement, mais on va probablement lancer un protocole sur Polygon, donc qui me recommandait vraiment le truc. Euh, et, euh, et donc c'est là où on est passé sur Polygon. Est-ce qu'on a tout sur Polygon? Non, parce que effectivement c'est trop cher. Par contre, ce qu'on a annoncé récemment à Rémi, c'est que on allait lancer une layer 2 dédiée qui nous permettra effectivement d'avoir enfin des coûts de transaction qui seront assez faibles pour tout faire sur une layer de Polygon. Et comment vous assurez quand même la décentralisation, que vous soyez pas juste un joli serveur, entre guillemets, qui tourne. Bah, c'est là où le roll-up est intéressant. C'est-à-dire que quand tu as un roll-up, alors effectivement, quand on fait tourner en local, on est juste une jolie blockchain où il n'y a qu'un seul acteur. Quand tu enregistres, quand le roll-up enregistre sur la blockchain de niveau 1, comment dire, tu sécurises tu sécurises tes données et tu sécurises tes acteurs parce que tout est enregistré déjà enregistré sur une blockchain qui elle est publique. C'est juste que le détail des transactions ne se fait pas sur la blockchain publique. D'accord. Ok. Toute dernière question. Et Ouais, après. on va laisser Arnaud poser sa Ok. question parce qu'après, il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder. Vas-y Arnaud et ensuite Foudre. Salut Luc. Bah, écoute, Salut. à la base, j'avais une question sur la transparence vis-à-vis du marché régulateur, mais comme vous l'avez un peu traité avec Joachim, je vais orienter ma question différemment. Tu disais que quand tu as justement un acteur qui maîtrise l'entièreté de sa chaîne de production, il n'a pas trop l'utilité. Maintenant, on voit de plus en plus aujourd'hui le marché qui est sensible en termes d'usage à la transparence, à comment est-ce que les choses sont produites. Est-ce que toi, tu ne crois pas justement à une boîte qui ne va pas amener justement une innovation que sur la technique, mais aussi sur l'histoire qu'elle elle permet à la marque de raconter pour son utilisateur et donc une solution de supply chain blockchainisée, mais qui a un vrai angle d'attaque marketing pour permettre à la marque de continuer à positionner son produit différemment? Alors, si, encore une fois, si l'idée c'est la notarisation, l'eurodatage, absolument, je pense que ça fait sens, justement, c'est une preuve que tu enregistres ce que tu as dit. Maintenant, si l'idée c'est de reconstruire tous nos systèmes ERP et nos systèmes de gestion de production sur une blockchain, c'est une usine à gaz. Parce que la blockchain, et ça je pense que c'est la règle numéro un, tout ce qui est fait sur une blockchain peut être fait plus simplement en centralisé. Et ça pour moi c'est quelque chose
qui est universel, dont il faut toujours se rappeler. C'est toujours plus facile de développer quelque chose en centralisé que sur une blockchain. La blockchain apporte par contre quelque chose que le centralisé n'a pas, qui est ce côté pair à pair et cette décentralisation et cette auditabilité. Et donc, construire tout ton système de gestion de production sur une blockchain, aujourd'hui, ça me paraît être un coût énorme pour arriver à tes fins, parce que ça coûtera plus cher que de le faire en centralisé. Par contre, une chose qui peut être faite, c'est d'enregistrer tes informations de production et de les horodater ou de les notariser sur une blockchain publique. Ça, définitivement. Et ça, c'est dans ton objectif de transparence et de communication, absolument, ça me semble logique. Enfin, ça me semble quelque chose qui peut être fait. Et qui est fait d'ailleurs par certains acteurs, notamment via Ariane. Ok. C'est intéressant, ça soulève justement le point de qu'est-ce qu'on a intérêt à mettre on-chain, qu'est-ce qu'on a intérêt à laisser off-chain. Après, il y a des solutions un peu hybrides comme les DAC par exemple. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Foudre, vas-y. Jérém, juste, parce que en fait, Luc n'a pas vraiment répondu à ma question. Quoi? C'est pas vrai. Non, non. Luc, vraiment? Après, je l'ai peut-être mal expliqué. Justement, j'ai envie de savoir, est-ce que tu crois euh, en une boîte qui viendrait attaquer cette opportunité sous un angle marketing pour raconter des histoires qui sont différentes? Euh, Aujourd'hui, quand tu commandes un truc sur Amazon, tu as départ de l'entrepôt, arrivée chez le dispatcher et en route vers chez toi. Parfois, ce truc n'est absolument pas fiable. On est dans une société où on se fait livrer de plus en plus de choses et Ah parfois bah, l'expérience, elle est je pourrie. je peux en témoigner, mon frérot, et d'ailleurs, je vais vous mettre à jour sur une info, parce qu'on me pose la question depuis très longtemps, et après, je laisserai Luc répondre. C'est mon téléphone Solana. Voilà, donc les gars, moi, ça fait 6 mois que je l'ai acheté, et ça fait 6 mois que le tracking me dit, il arrive. Il y a même un jour où il m'a dit qu'il était chez moi. En fait, il n'est jamais arrivé, et donc je me suis plaint, parce que j'ai des contacts chez Solana Mobile, et finalement, alors écoute, dernière nouvelle, ils m'ont remboursé, mais, et alors là tu vas voir le cocasse de l'histoire, c'est que je viens de recevoir un mail en disant que le Solana était en route pour chez moi. Donc, il n'est pas impossible que je récupère l'oseille et le téléphone en même temps. Voilà. C'était juste pour illustrer ta question et je laisse Luc répondre. À moins que tu veux la terminer peut-être, Arnaud, pardon. Je termine juste l'angle rapidement. On est dans une société, on se fait livrer de plus en plus de choses. Et c'est vrai qu'il y a parfois des. Du coup, on a plus d'occurrences où ça peut merder. Et effectivement, l'expérience, elle est assez basique en fait. Mm. Et donc, est-ce que là, il n'y a pas un truc à faire? Alors, il y a deux questions. Je vais essayer de répondre vraiment à toutes les questions que tu as posées. La première, est-ce qu'une boîte pourrait attaquer ça sous le coup marketing, communication? Absolument. Mais malheureusement, c'est un peu le problème de beaucoup d'applications blockchain sur les dernières années, enfin, ou en général, c'est on fait des applications pour le marketing. C'est le département innovation qui fait une expérimentation, un projet pilote, et qui communique vachement dessus. Le problème, c'est que je vais citer des projets un peu à la con qui ont pu exister sur différents cycles, hein, mais la traçabilité du poulet, par exemple, hein, qu'un grand groupe français a fait il y a quelques années via la blockchain, c'était une vaste blague. Pourquoi est-ce que donc c'était cool sur le côté communication, mais quand tu regardes un peu le détail en dessous, tu te rends compte que c'était complètement inutile. Pourquoi? Parce que, et ça en général c'est comme ça que j'explique sur la supply chain. Le problème de la supply chain, c'est à quoi te sert la blockchain? La blockchain te sert à enregistrer des informations et à les garder, enfin, et à savoir qui a enregistré ces informations à quel moment. C'est pas pour autant que l'information qui a été enregistrée est vraie. Donc, la première difficulté que tu as avec une supply chain qui serait sur une blockchain, c'est OK, j'ai plein de data points, donc les mêmes data points que tu as eu avec ta livraison pour ton téléphone Solana, c'est-à-dire c'est arrivé chez moi. Bah non, en fait, ça a été enregistré sur une blockchain que ça arrivé chez moi, mais ça n'a jamais été chez moi. Donc, j'ai une mauvaise data qui est sur une blockchain. Pour revenir un peu plus loin, un peu plus en amont, sur les supply chains, la première chose dont tu as besoin avant d'arriver à une blockchain, c'est déjà de juste être digitalisé. Il y a encore plein de supply chains qui sont faits avec papier et crayon. Notamment, il y a des trucs assez ouf, les conteneurs sur les bateaux.
le droit de propriété d'un conteneur, en fait, il est représenté par un bout de papier qui se passe d'un transporteur à l'autre. C'est vraiment un bout de papier, quoi. Donc déjà, il faudrait qu'on digitalise ces informations pour que potentiellement on puisse utiliser une blockchain. Mais avant d'arriver à la blockchain, il faudrait surtout qu'on ait une automatisation et qu'on ait des oracles, si tu veux, qui nous permettent d'enregistrer les informations. Et ça, c'est notamment tout ce qui est IoT. C'est-à-dire qu'il faudrait que sur tes conteneurs, sur tes produits, il y ait une puce NFC ou RFID qui soit bipée quand elle passe à un certain endroit ou du GPS. Et ça, on commencerait à avoir des informations enregistrées sur une blockchain dont on pourra avoir une certaine confiance qu'elles représentent effectivement la réalité. Aujourd'hui, comme je te dis, on est définitivement l'IoT n'est pas encore bien développé dans la supply chain et on est même à certains endroits à pas avoir de digitalisation. Donc foutre de la blockchain sur ça, pour moi, c'est bien trop tôt et c'est un coût qui aura aucune utilité tout de suite et même dans le futur, je pense que tu peux probablement y arriver en centralisant ce système, en ayant un acteur qui s'occupe de gérer ces supply chains. C'est hyper intéressant. Vraiment, c'est passionnant. Pardon, Luc, hein, mais comme il y a Non, plein de vas-y. sujets à aborder, je vais me permettre de laisser la parole à Foudre et ensuite on passera sur le deuxième sujet. Vas-y, Foudre. Salut Luc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais avec Joachim par rapport au roll-up. Je voulais savoir sur quel type de roll-up vous étiez sur Polygon. Alors tu sais quoi, c'est une très bonne question. Je crois qu'on est sur un ZK roll-up, enfin, sur les nouveaux types de roll-up. Mais tout d'un coup, c'est là où il faudrait que je reparle à mon CTO, en sachant d'ailleurs que chez Ariani, même si je suis encore de loin, je suis plus dans l'opérationnel depuis 1 an et demi. Donc, bonne question, mais ma compréhension, c'est que c'est un ZK roll-up. Ok, parce que justement, en fait, si c'est pas un ZK et un optimism, si tu veux, cette vision que tu avais de nous, c'est pas grave si on est centralisé parce que de toute façon, on vient faire notre settlement sur une L1, elle peut être très, comment dire, sujet à interprétation. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Elle peut être suivie à interprétation pendant un temps limité. Enfin, je veux dire, même Optimism, il y a quand même un moment où, oui, enfin, si au bout de 7 jours, enfin, l'idée d'Optimism, c'est quand même qu'au bout d'un certain temps, si ça n'a pas été dénoncé, on est. Oui, mais ça est assez reste, sûr comment dire, c'est pas une preuve véritable, si tu veux. D'accord, ok. Donc, contrairement à un ZK où là, tu as une preuve mathématique que ça a été fait sur l'optimism, on part du principe que si personne n'a découvert qu'il y avait quelque chose de mal qui s'était passé, tout va bien. Et ça, je suis pas très d'accord avec ça. Pour que tout le monde comprenne bien, hein, sur un optimistique, en fait, on est sur une preuve optimiste. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit qu'il y ait au minimum, enfin, la condition pour que la véracité soit démontrée, c'est qu'il y ait au moins un nœud honnête sur le réseau, tu vois. Et donc, si il n'y a pas eu de dénonciation sur 7 jours, on part du principe optimiste, par définition, que l'information est réelle. Mais en fait, voilà, c'est pas une preuve irréfutable, alors que le ZK, donc le Zero Knowledge Proof, là, on est sur une preuve mathématique qui démontre effectivement, alors avec un certain nombre de mécanismes algorithmiques et même mathématiques, que la preuve est réelle. Voilà, juste pour que tout le monde comprenne bien. Je te laisse répondre, Luc. Ouais, alors de toute façon sur Polygon, pas d'optimism si je me rappelle, enfin pas d'optimistic rollup. La seule question c'est est-ce que ce serait une solution plasma, mais ma compréhension c'est que, enfin de mémoire c'est bien du ZK, mais je recheck avec Alex de notre côté. Mais normalement c'est bien du ZK. Ok, merci. On a Olam qui vient prendre la parole et ensuite on passe à la suite de l'interview. Salut Olam. Attends, tu as la parole ou tu l'as plus? Parce que là, je vois que tu ne l'as plus. Je te la redonne. Alors, Olam, j'espère que techniquement, ça va fonctionner. Alors, Olam, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Salut Olam, bienvenue. Merci Luc pour cette super belle présentation et le point notamment sur la supply chain et la synchronisation avec la blockchain aujourd'hui. C'était hyper important et c'était hyper bien expliqué. Et je pense que beaucoup de gens encore ne comprennent pas ce concept. Et tant qu'on n'aura pas encore travaillé beaucoup de choses en ce sens, on ne pourra malheureusement pas encore s'appuyer sur la blockchain. La deuxième chose, moi, la question que j'avais, et qui me semble très très stratégique pour Ariani ou des acteurs comme Ariani, c'est par rapport au DPP, le passeport numérique des produits. Est-ce que vous capitalisez là-dessus? Est-ce que vous êtes en train de construire pour justement être pionnier là-dessus et apporter à tous les acteurs européens une solution
pionnière et avant les autres? Alors, Fred, cofondateur, est devenu le chantre du DPP décentralisé, donc du DDPP, Decentralized Digital Product Passport. Notamment, il va maintenant assez souvent à Bruxelles. Donc oui, absolument, cette législation au niveau européen du DPP, l'idée pour nous, c'est de dire il faut que ce soit fait sur un protocole décentralisé. Plutôt que sur une plateforme centralisée ou sur des plateformes centralisées où il y aura des problèmes d'interopérabilité et au-delà d'interopérabilité, de permanence dans le temps. Nous, enfin, l'idée du DPP, c'est quand même une idée de base, c'est il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une manière d'avoir l'historique du produit et, de manière plus importante, la manière de recycler le produit sur le temps long. Si tu as un système où je fais un DPP, je suis une marque, je viens de me lancer, je fais une marque, je lance des t-shirts, je les vends, j'émets un DPP, donc un passeport qui est basé sur une base de données que je maîtrise sur mon petit serveur AWS. Et 12 mois plus tard, bon bah, je dépose le bilan parce que mon business marche plus. Bon bah tout d'un coup, mon serveur il va plus tourner non plus et mes DPP ils auront plus ils seront plus accessibles puisque le serveur tournera plus. Donc nous, ce qu'on défend, c'est quand même cette idée d'avoir un système décentralisé parce que on pense que la permanence d'un Ethereum, si tu veux, elle sera toujours beaucoup plus longue que n'importe quelle entreprise, même les entreprises multicentenaires comme les Hermès ou autres. Donc définitivement, on pousse pour que le DPP soit sur une blockchain publique dès son lancement. Super, merci beaucoup. Merci, merci à tous pour vos questions. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes. J'aimerais qu'on parle avant de parler de Xange, et donc une discussion qui, j'espère, sera passionnante sur le founding en France et peut-être aussi en Europe. Moi, j'ai entendu parler de Speakeasy, qui est et en fait, je voulais savoir c'en est où. Alors déjà de base, pour présenter un peu Speakeasy rapidement, c'était une plateforme de chat communautaire et qui permettait, si j'ai bien compris, en fonction de ce qu'on avait sur le wallet, NFT ou token, de pouvoir accéder à des discussions un peu privées, des lounges, des trucs comme ça. Je trouvais le truc quand tu l'as pitché hyper intéressant. Je sais que d'autres ont essayé un petit peu. On est dans une grosse narrative social fee en ce moment, tu vois. Et quand j'ai été sur le Twitter de Speakeasy, bah, j'ai vu qu'il se passait plus grand-chose dessus. Donc, quid de ce projet? Est-ce qu'il est mis en suspens? Est-ce qu'il est arrêté? Ou est-ce que vous allez le reprendre? Enfin, voilà, Ouais. je voudrais avoir ton point de vue Alors, là-dessus. Speakeasy, c'est donc c'est écrit SPKZ. Ah, j'ai galéré à trouver comment ça s'écrivait d'ailleurs. Mais après, j'ai trouvé, c'est bon. C'est un produit qui est à l'intérieur d'Ariani. Hein. C'était au moment où, enfin, nous, Ariani, quand on a commencé, l'idée était de se dire on va pouvoir réinventer la manière dont les marques et les clients, enfin les consommateurs, euh, échangent et se faciliter par un NFT. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de NFT dans la nature, il faut d'abord les donner et faire que les gens les aient et des wallets et autres. Il se passe qu'en 2021, avec le phénomène NFT, on voit que, tiens, enfin, les gens ont des wallets et ont des NFT ou des tokens et essayent de se parler et essayent et commencent à avoir un côté communautaire autour d'un token ou d'un NFT. Et notamment, ce qu'on voit à l'époque, c'est les communautés NFT qui disent, bon, où est-ce qu'on va se parler? Beaucoup vont sur Discord, qui est une manière de fonctionner, mais qui n'est pas décentralisée. Enfin, tu as Discord plus que la blande, je sais pas si vous rappelez un peu du truc de l'époque. Et nous, on se dit, tiens, il y a un produit à développer qui serait une plateforme de chat décentralisée dans le sens où l'accès est décentralisé, mais aussi les chatrooms sont décentralisés. C'est-à-dire que chaque chatroom est toujours d'ailleurs, parce que ça existe encore dans le produit, est déployé et maintenu par la personne qui fait tourner son serveur. Il y a vraiment un système de serveur et de RPC
que Discord n'a pas vraiment dans les faits. Les serveurs Discord sont pas vraiment des serveurs que tu peux faire tourner localement. Donc, et bien sûr, tout ça avec du token gating qui te permet de rentrer, de créer des chats, des rooms différenciés. Alors, c'était un super concept, on l'a fait comme produit pour la communauté à l'époque, mais le vrai usage qu'on fait de Speakeasy aujourd'hui, c'est que en fait, c'est une des briques pour les différentes solutions d'engagement qu'on vend aux marques de luxe. Donc, si tu regardes un truc comme ce qu'on a fait pour IWC, IWC, on a Marque de montre allemande. voilà. Alors, Schaffhausen, d'ailleurs, je sais plus si c'est du côté suisse, du côté allemand. Je crois que c'est C'est suisse. suisse. C'est suisse. Ouais. C'est Ouais, pas allemand, IWC? Non, c'est suisse. C'est comme, Dis-moi, pourquoi depuis tout à l'heure, je crois que tout le monde est allemand? comme a dit Luc Jodet, c'est Schaffhausen et c'est suisse. Donc leur communauté, ce qu'ils appellent les Diamond Holder Community, enfin tu le vois pas, mais en sous-main, le système de token gating est fait par la techno qu'on utilise pour Speakeasy. Donc Speakeasy en lui-même, on l'a pas poussé comme un produit plus que ça. On l'a poussé un petit peu, surtout pour le tester. Donc on a eu quelques milliers d'utilisateurs sur du grand public, mais notre but n'était pas de créer encore une autre business line chez Ariane. Par contre, ça nous a permis de tester le produit qu'on a après vendu comme une brique technologique aux marques de luxe. Et qu'on continue à vendre. Ok, donc à aucun moment le produit devient demain B2C, un produit communautaire un peu ouvert. Non, ça reste une brique de Ariani et que une espèce de service supplémentaire que vous vendez aux marques en disant. Ce que je veux dire, c'est que la techno existe. Le code est open source. Tu peux toujours aller sur speakeasy.io, donc spkz.io, et créer ton propre chatroom. Enfin, tout est accessible. Après, nous, on n'a pas de velléité de le développer, enfin, tout du moins aujourd'hui, de le développer comme étant un produit standalone avec une vraie équipe de développement. Ok, j'entends. Vas-y Arnaud, avant qu'on passe à la partie funding. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je connaissais pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que déjà, est-ce qu'il y a des marques qui sont intéressées par cette brique? Et si oui, comment est-ce qu'ils s'en servent? Parce que tu parlais de Moncler, tu parlais de belles marques. Est-ce que les gens qui achètent ces produits-là, ils ont envie d'être mis en contact? Bien sûr, je dis IVC, leur communauté Diamond Holder l'utilise. De mémoire, on a eu Panerai l'a utilisé aussi, et l'a intégré sur leur site. Donc oui, un certain nombre de marques l'utilisent. Et est-ce que tu as des métriques sur ce qui se passe dans ces produits, dans ces chatrooms, Alors ça perso, j'aurais pas de métriques malheureusement, et en plus même si je les avais, je pourrais probablement pas les partager. Les marques de luxe sont un peu, enfin, il y a certaines marques de luxe qui nous permettent, tu vois, c'est pour ça que j'ai donné un peu plus tôt les chiffres de Breitling qui sur le taux de claim que Breitling aime à partager, mais beaucoup de monde de marques de luxe aiment pas partager leurs métriques malheureusement. Et c'est vrai que sur des marques de luxe, j'ai vraiment du mal à imaginer que les gens aient envie et aient l'usage de parler dans des chatrooms. Mais tu vois, je me dis, cette techno, je la vois vraiment sur des concerts, par exemple. Et tu te dis, 3 semaines avant le concert, les gens, ils se retrouvent ensemble, ils parlent. Bah, on avait fait des chatrooms comme ça sur, moi j'en fais la première que j'ai faite sur Speakeasy, c'était NFT NYC. On avait fait ça sur le THCC 5 aussi, donc pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc on l'a fait aussi sur des events. Après, sur ce qui est des collectionneurs de montres notamment, détrompe-toi. La Breitling notamment, ils ont une communauté qui s'appelle 1862, je sais plus ce que c'est, et c'est une communauté sur Facebook, qui a un groupe sur Facebook où il n'y a que 1862 membres, et pour rentrer ou sortir, il faut de la cooptation, machin. Et c'est fait que pour les collectionneurs fans de Breitling qui parlent ensemble des Breitling historiques, des prochains modèles qui sortent. Donc non, les communautés de collectionneurs, elles aiment à se parler, et si elles ont la possibilité de pouvoir savoir que la personne en face est un vrai propriétaire d'une montre, enfin, il y a un vrai collectionneur, et pas juste un espèce de faux mec qui est là pour essayer d'escamer, ça a une utilité. Trop cool. Merci à vous deux. Dis-moi Luc, est-ce qu'on peut gratter 10 minutes supplémentaires ou pas? Ouais, ça marche.
Ok, cool. Alors, Olam, j'ai vu ta main levée, vas-y. Et après, on parle du funding. J'aimerais qu'on ait le temps de parler de ça. C'est un sujet qui, je pense, va être passionnant. Vas-y, Olam. En fait, j'avais rebaissé la main parce que Luc Jodet venait d'en parler, mais moi, j'ai vendu des montres de luxe de seconde main, et en fait, les communautés dans ces milieux-là, c'est juste magistral. Et il y a un plaisir de collection, de partage, d'enseignement, etc., qui est juste hallucinant. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'après, Luc Jodet parlait de Panerai, tu fais partie des panéristes, tu fais partie de telle famille, etc., etc. Donc au contraire, je pense que cet univers-là, mais comme les voitures de collection ou comme les cartes de collection, euh, il y a des communautés très très fortes où tu peux apporter du plus là-dedans. Absolument. Ok, eh ben, écoute, trop bien. Merci à tous. On va maintenant passer à la dernière partie. Tu es partner chez Xange. Alors, Oui. d'abord et avant tout, est-ce que tu peux, pareil, pitcher rapidos, Xchange, qu'est-ce que c'est, depuis combien de temps, et donne-nous quelques chiffres, hein, Ouais. quel montant, etc. Alors, Xange, c'est un fonds d'investissement d'amorçage, alors qui est spécialisé surtout sur la série A, mais qui fait un peu de seed aussi, qui existe depuis 20 ans maintenant, quasiment 20 ans, ouais, 2004, qui gère à peu près 600 millions d'euros d'actifs, et qui donc investit dans des entreprises technologiques, donc en amorçage, seed série A, sur des tickets entre 500 000 et 12 millions. Grosso modo, c'est ça les tickets qu'on met. Xange, donc c'est un fonds d'investissement généraliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécialisé crypto. Par contre, il a mis les mains un peu dans la crypto, et Cyril, qui est le managing partner, qui m'a fait rentrer chez Xange, te le dira de lui-même, un peu par erreur, sans nécessairement savoir exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont mis les mains dans la crypto à partir de 2014 en investissant dans une petite boîte à l'époque qui faisait des, des solutions, enfin, qui faisait des solutions de sécurisation physique pour tes cryptos, qui Tiens, s'appelle mais Ledger. qu'est-ce que ça peut être? Et donc Xange a l'idée le tour de seed en 2014, donc qui était un tour de 1,2 million sur une valeur de 7 millions, hein, pour la blague. En pensant que ça faisait de la sécurisation, enfin, en disant ça fait de la sécurisation pour de la crypto, ok, mais surtout pour des acteurs financiers, et puis si ça marche pas sur la crypto, ils le feront sur autre chose. Bon, il se trouve que ça a vachement bien marché sur la crypto, et que Cyril, à partir de 2014, qui était au board, est monté en compétence avec l'archevêque, avec Pascal plus tard, sur le sujet. Moi, je rencontre donc quelques investissements crypto, mais pas une expertise crypto. Donc moi, je rencontre Cyril en 2018 parce qu'il participe à l'ICO d'Ariani. Donc je lui donne des news un petit peu tous les 3 à 6 mois. Et puis fin 2021, et puis pour moi, à chaque fois, je lui dis, bon, quand est-ce que vous lancez un fonds crypto dédié chez Xange? Ce serait quand même cool. Quand est-ce que vous lancez une practice crypto? Puis bon, à chaque fois, c'est non, non, pas encore, pas encore. Et puis fin 2021, il dit, bon, bah finalement, on va lancer une practice et on cherche quelqu'un pour gérer le truc. Et moi, à l'époque, j'étais j'en avais un peu marre des marques de luxe. Et ça me paraissait pas mal d'aller faire ce passage du côté investissement. Et donc, mi-2022, je suis passé chez Xange pour justement développer la practice blockchain/crypto, avec 2 points. Un, faire des investissements en equity classiques, hein, c'est-à-dire, faire des projets comme Xange sait les faire et comme les VC savent les faire, comme le deal dans Ledger était, par exemple, hein, qui est que de l'equity, mais aussi développer la possibilité d'investir également en token, ce qui aura pris beaucoup de temps, mais ce qu'on a réussi à faire accepter par l'AMF l'été dernier, puisque maintenant, Xange est devenu le premier fonds de venture en France à pouvoir investir à la fois en equity et en token. Cathay a depuis aussi eu son agrément, mais on est les deux seuls en France à pouvoir le faire. Ok, alors parlons un peu, merci pour cette présentation, et c'est vrai que pour le coup, ça fait un peu rêver aujourd'hui de savoir que quelqu'un a pu rentrer dans Ledger avec une capitalisation à 7 millions d'euros. Et là, Effectivement. pour le coup, il a eu du flair, ce Cyril. Alors,
Moi, j'aimerais d'abord que tu nous fasses une petite overview. Alors, toi, t'es dans Xange, peut-être pas depuis l'origine, mais tu as vu peut-être un peu les choses évoluer. Et notamment que tu racontes à celles et ceux ici qui connaissent pas trop l'envers du décor, un peu déjà l'évolution des VC, des venture capital, l'évolution un peu depuis que tu peux depuis que tu peux le présenter, hein, tout simplement, sur justement leur appétence pour le Web3. Au début, peut-être que equity, ensuite token, aujourd'hui plutôt sur des investissements mixtes. Et comment les différents bull run et bear market ont un peu influé? Est-ce que chez Xange ou sur d'autres VC que tu as côtoyé peut-être, est-ce que vous avez parfois cédé à la hype alors que normalement vous êtes censé être un peu les gardiens du retail, puisque on sait, hein, lorsqu'un projet il est backé par un VC, en général, c'est quand même un gage de qualité parce qu'on estime que le VC, il a dans son équipe des personnes qui font des due deals très, très poussés. Et finalement, on s'est rendu compte, notamment avec les ICO, mais même lors du dernier bull run, que c'était pas toujours le cas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Je t'ai mis plein de questions, mais je sais que Hmm. tu vas réussir à nous raconter un peu tout ça. Ouais, alors le venture en général, c'est quand même quelque chose d'assez disparate. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manières de faire du venture différentes, hein. Qu'on précise, venture capital, c'est capital risque. Donc, par C'est ça, oui, définition, pardon. voilà, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Il faut comprendre, c'est quand même un fonds avec les fonds de plein de personnes, d'accord, qui décident d'investir dans des boîtes, en général early. Et donc, la notion de risque, elle est inhérente, en fait, Voilà, à votre travail. l'idée, hein, pour dire, c'est grosso modo, on s'attend quand on fait un investissement, enfin, disons qu'on fait 10 investissements, sur les 10, on s'attend à ce qu'il y en ait 3 qui partent au tapis, c'est-à-dire que l'argent qu'on a mis dedans, on revoit rien, zéro. On s'attend à ce qu'il y en ait 5 ou 6 qui fassent quelque chose comme un x2, x3 sur 7-8 ans, ce qui, dans notre métier, est à peu près équivalent à rendre l'argent. C'est-à-dire que quand tu fais x2, x3 sur 7-8 ans, c'est un pourcentage, c'est un taux de retour qui est similaire à ce que tu pourrais avoir avec un livret A, quoi. Enfin, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc, c'est pas considéré comme de la bonne performance. Et sur les 10, on s'attend à ce qu'il y en ait une ou deux, par contre, qui fassent un x10 ou plus, ou soit un ledger qui, chez nous, hein, est un super retour qui se compte en dizaines enfin, plus en x80 à peu près chez nous. Et donc c'est ça le jeu en fait. C'est de faire beaucoup d'investissements. Il y en a qui marchent pas du tout et qui vont au tapis. Il y en a qui marchouillent, mais bon, c'est pas ce qui fait que ça fait la réputation du fonds. Ce qui fait la réputation du fonds, c'est les 1 ou 2 deals sur les 10 qu'on fait, donc les 10-20% de deals qu'on fait, qui marchent vachement bien et qui deviennent des unicorns, qui deviennent des entreprises cotées. Et donc chez Xange, ça c'est Lydia, Believe, c'est 360 Learning aujourd'hui qui est en train de faire un super boulot. C'est sur la deep tech, c'est des choses comme Trifrog ou Odoo sur le côté euh, CRM. Donc ça c'est le métier du venture. Maintenant, la manière de réaliser ça, donc il y a des gens qui font ça de manière un peu plus. Donc j'ai dit 10 invests. Il y a deux manières de voir les choses. Soit je me concentre énormément de mes investissements et je fais que quelques investissements, j'essaie de vraiment choisir mes investissements et je focalise mon cash. Soit j'en envoie un peu partout en se disant dessus, il y en aura bien qui fonctionneront, que le spray and pray. Et donc tu as ce qu'on appelle les leads et les follow. S'il y a des entrepreneurs chez vous, vous saurez que. Alors j'ai levé pas mal de fonds avec Ariani, on avait plus de 30 millions avec des VC. Donc il y a toujours cette question du lead ou du follow. Et pour le dire simplement, des gens qui mettent un ticket de 100, 200, 1000 euros chez toi, c'est assez facile à trouver. Il y en a beaucoup. Et c'est des gens qui viennent et qui disent ouais, ouais, cool, je te mets 200 000 euros si tu trouves un lead. Et donc le lead, c'est quelqu'un qui va venir et qui va mettre après la moitié du tour. Donc, disons que sur un tour de site de 3-4 millions, de 3 millions, tu vas mettre le lead va prendre 1,5 million. Et après, le reste sera mis par des follow. Donc le lead est celui qui arrive et qui dit moi, je mets la valorisation, je mets mon tampon qui dit je valide cet investissement et je considère que c'est un bon investissement.
Et ça, il y a assez peu d'acteurs en fait sur un marché sur les marchés qui font ça. Ils sont assez recherchés parce que c'est ce qui fait que le tour peut se faire. Pour rigoler, hein, sur le site d'Ariani, on voulait lever 3 millions, on s'est retrouvé avec 2 millions de follow. Et on ne pouvait pas avancer parce que il n'y avait pas de lead. Puis BPI est arrivé, a dit moi je mets 1 million, on est au 3, sauf que BPI ne peut pas leader tout seul, il fallait un co-lead. Puis finalement, on a eu Isaïe qui est venu, qui a mis 1,5 million sur la table, sauf qu'il a dit bah ouais, mais on ne peut pas faire un tour de plus de 4 millions. Et là, on était à 4,5 millions, donc on a dû sortir des follows, enfin, ou réduire des allocations de follow pour pouvoir faire notre tour, parce qu'on a attendu, même si on avait tout l'argent, on n'avait pas le lead qui nous permettait de faire le tour. Donc, cette idée du lead, c'est celle définitivement dans laquelle Xange se place. Et on est, enfin, c'est celle dans laquelle on se place, et on met donc des tickets relativement conséquents pour nous, assez concentrés, et on aime être là tôt et décider du fait que, enfin, et montrer qu'on croit fortement à ce projet. Et donc ça, c'est des gens. Ce que ça veut dire aussi de se mettre sur des tours comme ça fortement, ça veut aussi dire que on s'engage pour le long terme. C'est-à-dire que quand on rentre, on met un ticket conséquent, on donne un signal de marché, et en plus, ce qu'on dit, c'est on sera là pour le tour prochain, voire on sera là pour le moment où ce sera un peu difficile, quand peut-être que vous ne serez pas allé assez vite et qu'il faudra un bridge ou autre. Donc pour expliquer, pour dire ça très rapidement, dans le venture, il y a beaucoup d'acteurs qui mettent des tickets un peu partout et qui sont un peu opportunistes. Et puis, il y a ce qu'on appelle les leads, qui en général sont là pour le temps long. Et c'est plutôt et qui sont là donc sur du repeat, qui sont là pour rester sur des investissements, faire plusieurs investissements dans la même société, et sortir que 7 à 10 ans plus tard. Et c'est ce dans quoi Xange, enfin c'est ce qui est intéressant chez Xange, c'est qu'ils ont vraiment cette vision de long terme, et d'être dans une boîte pendant très très longtemps. Ledger, on est dedans depuis 10 ans, donc ça fait un bout de temps. Ok, merci pour ça. T'as pas répondu, mais peut-être parce que ma question était très vague aussi sur la partie, tu sais, tout equity, tout token, Oui, mix pardon. equity token. Ça- Non, je t'en prie, t'inquiète pas. Mais ça m'intéresse parce que, bon, pour l'avoir un peu expérimenté, soit en tant que consultant, soit sur des projets perso, c'est vrai que pour le coup, la donne, elle a un peu changé. Et aussi sur le côté, parfois, est-ce que même les VC sont pas forcément des gages de fiabilité pour le retail et que eux aussi, parfois, cèdent à la hype et se font avoir. Voilà, c'est deux petits Alors, points, si tu peux répondre ouais, rapidos et alors après je laisserai pour Arnaud. le premier point, oui, le tout token, aujourd'hui, il y en a quand même très très peu. Alors, participer autour de Morpho qui était tout token, donc ça peut arriver que le tout token fonctionne. C'est quand même très très risqué d'avoir des tours tout token, pour la simple et bonne raison que les gens peuvent partir avec la caisse et qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur les fondateurs. Donc, ce qui s'est développé avec le temps pour les tours où il y a du token, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du equity plus token par an, quoi. Et donc, on investit d'abord dans une société qui sera un peu la société de développement de la blockchain, qui est un peu une coquille vide, mais qui permet d'avoir un fort juridique et de pouvoir contrôler les fonds qui sont dedans et de s'assurer que les fonds sont bien dépensés. Et cette boîte développe le protocole, si tu veux. Puis quand on lance le protocole, on a une location de token qui est donnée aux investisseurs. Et la société de développement, bah, soit on la bazarde, soit elle devient autre chose. Elle devient, enfin, c'est un peu le modèle d'AV aujourd'hui, où avait le protocole d'un côté avec les tokens, de l'autre côté il y a la société de développement qui essaie de faire un certain nombre enfin, qui a un autre business, quoi. Donc le token, enfin le equity plus token par an, c'est un peu la norme aujourd'hui, et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est que au tout début, filer un paquet d'argent à un smart contract dont tu sais pas vraiment qui est derrière, c'est quand même très très risqué Ouais. pour ça. Après, pour ce qui est de cette idée de est-ce que c'est un signal ou pas, alors c'est un signal, oui, parce que en général on fait pas quand même n'importe quoi.
On essaye, tout du moins. Cela étant dit, le venture, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est très très risqué, dans le sens où on s'attend quand même à ce qu'il y ait 30% de trucs qui aillent à zéro. Ça, beaucoup de gens ne sont pas nécessairement conscients de ça. C'est-à-dire que nous, on a 3 investissements sur 10 qui vont à zéro. Hmm. Et on est OK avec ça. Et donc, si tu regardes mon portfolio et tu dis, tiens, je vais dans cette boîte parce qu'il a décidé d'y aller, sache qu'il y a 30% de chances que ça aille à zéro. Ok. C'est dans ma, c'est dans, moi, c'est comme ça que c'est dans mes réflexions. Je sais que dans mon portfolio, il y a 3 boîtes sur 10 qui vont aller au tapis. C'est Donc, hyper intéressant ça. donc si t'en choisis une parmi tout mon portfolio, bah, il y a 30% de chances qu'elle aille à zéro. Par contre, si tu choisis toutes, normalement, si j'ai pas trop mal fait mon boulot, tu devrais tu devrais en avoir 7 sur 10 qui vont pas au tapis. Après, pour ce qui est de la hype, définitivement, il y a de la hype dans notre métier aussi. Il y a des cycles. Xange est assez bon, justement, historiquement, pour pas trop suivre la hype et prendre des profits quand il y a de la hype. Donc, on n'est pas trop mauvais sur ce sujet. Maintenant, on est tous. En ce moment, il y a une grosse hype AI. Et même si on était très conservateur sur les fonds qui ont été déployés sur le côté AI, on sait qu'il y a il y a une bulle AI en ce moment. Alors, qui est méritée d'un certain côté, parce qu'il y a une vraie révolution. Hein. Les LLM, c'est assez fascinant, quoi. Enfin, tout ce qui est générative AI, c'est assez fascinant. Et ça va faire beaucoup de choses. Après, quand tu vois les valos qui sont sortis pour certaines boîtes en ce moment, c'est un peu ahurissant. Ouais. Ok. Arnaud, vas-y. Ouais, Et ce bah, sera la dernière intervention. c'est super intéressant justement. Comment est-ce que tu te hedges euh, quand tu vas avoir un projet qui va, et je parle vraiment plutôt de la seed, Mm. euh, quand tu as des projets qui sont du coup tout neufs et qui viennent te voir, on a Mm. dans l'audience là, on a quelques entrepreneurs qui sont dans ces phases-là. Ça m'intéresse que tu puisses partager aussi bah, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce Ouais, qui est potentiellement des red flags et tout. d'accord. Alors, il y a deux manières de se hedger chez nous. Il y a une manière qui est donc les due deals. C'est-à-dire que quand on regarde un projet, on va regarder un petit peu le projet, enfin, ce à quoi c'est appliqué. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser quand même au marché qui regarde, est-ce qu'il y a un vrai potentiel de marché, est-ce que le produit a l'air solide. Mais dans l'absolu, on sait aussi que tu vois, sur les 10 ans dans lesquels on peut être sur un projet, il peut y avoir un nombre de pivots assez impressionnant. Et puis des boîtes, tu vois, Lydia, ça a commencé par être des, Ledger, c'est le contre-exemple parfait puisque eux, ils ont le même business model depuis le début, quoi. Donc, mais Lydia, ça a commencé en étant des bracelets qui permettaient de payer dans les soirées étudiantes, et puis c'est devenu une néobanque, quoi. Enfin, donc c'est pas, c'est un gros pivot quand même. Donc on sait que ce sur quoi tu bosses aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui va te rendre, enfin c'est peut-être pas ce qui va fonctionner, et qu'il y aura des pivots. Donc on regarde aussi beaucoup l'équipe, c'est très très important. La capacité enfin vraiment les qualités de l'équipe. Est-ce qu'ils ont cette capacité d'être toujours à l'écoute de leur marché? Et puis une deuxième chose qui est très importante, et c'est pour ça que nous on est early stage, mais on n'est pas nécessairement en pré-seed ou on est plutôt seed série A, c'est qu'on va commencer à demander à avoir un signal de marché. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de choses auxquelles je crois, que ce soit dans la crypto ou autre. Et cela étant dit, à un moment, j'ai quand même besoin que le marché aussi réponde. Parce que c'est le marché qui a raison. Il y a plein de bonnes idées qui sont des mauvaises idées parce que ça arrivé trop tôt. Uber, ça avait été essayé, enfin, ou tout ce qui est les Deliveroo et autres, ça avait été essayé à la fin des années 90 aux US avec des webvans ou autres. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas le téléphone portable. 10 ans plus tard, ça va l'air tout aussi con que webvan, mais ça fonctionne parce qu'il y a le téléphone portable. Et donc, on va avoir la même chose sur à peu près tous les investissements. C'est, ouais, moi, ça me paraît une bonne idée. Je pense que ça va arriver. La question, c'est, est-ce que le marché est d'accord avec nous? Est-ce qu'il y a un début de, d'utilisation, un début de consommateurs qui utilisent ça, enfin de clients qui veulent utiliser ça. Donc, ce sera des choses très importantes. Après, sur le hedging, il y a un autre truc qu'on fait qu'il ne faut pas oublier. Comme je te disais, nous, dans les boîtes dans lesquelles on investit, on est là pour le long terme et on réinvestit. Et donc, quand on lève, donc le dernier fonds d'Xange, c'était un fonds de 220 millions. Quand on lève 220 millions, il y en a 110 qui sont sur des premiers tickets, et on fait environ 25 investissements. Donc, on investit dans 25 boîtes où on met 110 millions, et il reste 110 millions de réserves pour réinvestir dans les boîtes, mais que dans les meilleures boîtes des 25 qu'on a choisies. Donc en fait, on fait des premiers tickets dans 25 boîtes,
puis on réinvestit avec à peu près la moitié des fonds, puis on réinvestit dans une douzaine de boîtes avec l'autre moitié des fonds qu'on a. Donc en fait, on double down sur les meilleures boîtes de notre portfolio. Et ça, c'est une des grosses manières dont on se hedge sur le. Enfin, c'est un des gros indicateurs de performance, une des grosses manières d'augmenter ses performances dans le venture, c'est de double down sur tes meilleurs investissements. Ok, super intéressant. J'aimerais te pousser pour aller chercher un peu ta botte secrète là-dessus. Moi, retour d'expérience, il y a quelques années, j'avais pitché Kima et Alexis Robert sur une seed, pareil, et tout allait. Pardon, mais tout le monde ne connaît pas Kima. Kima Ouais, pardon. Venture, c'est un fonds d'investissement assez réputé dans l'écosystème Web3 et qui investit essentiellement des petits tickets, 100 000, 200 000, pas plus. Alors, ouais, pas tellement à la base dans le Web3, c'est le fonds de Xavier Niel. Et en tout cas, c'est le fonds de seed, donc sur les levées de fonds, les petites levées de fonds pour amorcer, enfin après l'amorçage, c'est bien, sur les tickets à 100, 150K, où c'est le plus agressif, en tout cas à cette époque-là, c'était le plus agressif. Bref. Ouais. Et donc, on cochait un peu toutes les cases on cochait même complètement toutes les cases que tu as dites, même la validation du marché, ça tournait, business qui tournait, mais on s'était fait recaler parce qu'il nous avait dit, bah, les gars, tout va bien, mais il y a un truc qui va pas, et nous, on est super attentifs là-dessus chez Kima, c'est que les fondateurs aient été confrontés aux problèmes qu'ils règlent et qu'ils l'aient connu de prime abord, parce qu'en fait, on se rend compte que dans nos chiffres, quand il y a des choses qui deviennent difficiles, et ben en fait, ceux qui règlent un problème auquel ils ont été confrontés tiennent mieux. Et donc, bon, on n'avait pas levé là-dessus. Du coup, est-ce que toi, tu as un truc comme ça, ou est-ce que chez Exchange, vous avez justement une pop-up interne sur un fait un peu comme ça qui fait que bah, parfois vous n'y allez pas alors que tout est au vert et que vous devriez y aller? Alors, oui, il y a un certain nombre de choses. Il y a un truc que j'ai appris. Donc, j'ai rejoint Exchange il y a 1 an et demi, donc tu vois, il y a des trucs que j'ai appris avec le venture. J'ai toujours été de l'autre côté de la table en tant qu'entrepreneur et je pensais quand même très bien connaître le mode de réflexion des VC en face. Et il y a un truc qui m'a étonné quand je suis passé de l'autre côté de la table, c'était que un des critères utilisés chez Exchange, mais pas que chez Exchange, chez beaucoup de gens, c'est la capacité des fondateurs à fundraiser. C'est-à-dire qu'on juge de ta capacité à lever des fonds. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est cool, on va te donner des fonds et ça va bien se passer, et on va même réinvestir une deuxième fois. Mais nous, on rentre en seed, série A, mais même à partir de la série B, on va avoir besoin que tu ailles chercher d'autres acteurs. Nous, on va remettre dans le tour, mais on va pas pouvoir leader une série B. Et donc, il va falloir que tu ailles lever de l'argent auprès d'autres acteurs. Et donc, un gros sujet, c'est est-ce qu'on pense, cool, tu m'as convaincu, moi, très bien, mais est-ce qu'on pense que tu pourras convaincre un autre VC? Et est-ce que tu as vraiment cette capacité de fundraiser? Moi, c'est quelque chose de laquelle je n'avais jamais vraiment pensé, mais dans l'absolu, c'est vraiment un truc qui est regardé et on peut laisser passer des deals en disant putain, la techno est cool, il y a un marché, machin, mais le mec, il va jamais réussir à lever les fonds qu'il lui faut pour vraiment mener l'histoire à bout parce que il est trop conflictuel avec les VC, il est pas assez vendeur, il sait pas assez surfer la hype. Il y a plein de raisons qui font que tu peux être un mauvais fundraiser. Et ça, c'est un truc qu'on regarde qui est assez marrant parce que tu as l'impression que c'est un peu circulaire. C'est-à-dire que si je te donne de l'argent, ça veut dire que tu es un bon fundraiser, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que. C'est une manière de régler la question de si tu es un bon fundraiser ou pas, c'est que je te donne de l'argent. Tu auras raisé de l'argent. Ah, mais c'est passionnant et c'est aussi ça fait partie du skill set d'un CEO et enfin, en tout cas de la personne qui se charge de lever. Il faut travailler ce côté-là, quoi. Trop bien. Merci pour ton retour. En sachant que la vie d'un fondateur de start-up, c'est grosso modo de toujours être en train de lever de l'argent. Quand tu lèves de l'argent, il te reste 2 ans de runway et tu as quelques mois avant de devoir te remettre sur la route pour pouvoir prendre les premiers contacts parce que faut lever de l'argent. Faut commencer à lever de l'argent vraiment 12 mois avant que tu arrives à ton cash cliff, c'est-à-dire au moment où tu n'as plus d'argent, pour être sûr d'avoir les fonds qu'il faut et pouvoir lever sur une bonne valorisation. Merci Arnaud. Luc, merci infiniment. C'était passionnant. On a fait à peu près le tour de ce que je voulais, même si sans doute on aurait pu continuer encore. Luc, on va te souhaiter de la réussite dans tes investissements, évidemment. Mais
puisque tu es plus opérationnel chez Ariani, et ce sera ma dernière question, que Speakeasy est donc un produit qui fait partie d'Ariani, tu as un projet aujourd'hui que tu portes en tant que fondateur dirigeant, ou est-ce que tu préfères être cet électron libre qui accompagne des projets en tant qu'investisseur? Ouais, alors aujourd'hui, j'ai des petites choses, mais vraiment rien qui prend une grosse partie de mon temps. Je fais partie des cofondés NFT Factory, donc j'aime bien bouger, aider cette initiative pour avoir un lieu physique Ça doit et donner fermer, ça, non? J'ai entendu dire. Alors, le lieu dans lequel on était pour 2 ans, En face de Beaubourg, hein? voilà, Ouais. ferme, et D'accord. on va avoir pendant 6 mois un lieu mobile, et début 2025, on rentre dans les nouveaux locaux. On a un D'accord. gap, Ça, c'est intéressant, ça. jusqu'au début de l'année prochaine. Ok, très Ouais. cool. Un endroit Mais, très, très cool dans lequel je vais aussi des voilà. fois. Donc voilà, enfin, j'ai ces initiatives, mais j'ai pas encore de et puis très franchement, avoir un projet vraiment que tu mènes de front, c'est très difficile d'avoir plusieurs trucs à côté. Enfin, aujourd'hui, le cœur de mon temps, il est passé sur l'investissement et un petit peu sur les trucs à côté. Mais je m'interdis pas un jour de décider de repasser du côté entrepreneur. C'est Ok, définitivement bah, quelque tu chose qui viendras me nous en titille parler souvent. alors. Avec Tu plaisir. viendras nous en parler avec plaisir. Ok, merci encore d'être venu, Luc. Et puis, eh bien, on se dit à très bientôt au cours d'événements comme peut-être la PBW Bien ou sûr. d'autres dans lesquels on sera. Passe une très très bonne journée, Luc, et encore merci. À toi aussi. Ciao, ciao. Salut, bye bye.